On connaît tous ça, je pense. Ce petit filet d'air froid qui se faufile près de la fenêtre en plein hiver et qui nous fait frissonner. Mhm. Ou alors cette vieille fenêtre en bois qu'on ose à peine ouvrir, de peur de jamais réussir à la refermer. Oui, un grand classique. Voilà. Ce sont des petits tracas, mais la vraie question, celle de savoir quand il faut vraiment remplacer ces fenêtres, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Aujourd'hui, on se penche très sérieusement sur le sujet. On a mis la main sur un guide suisse, très très détaillé, Une vraie référence. oui, sur les normes de remplacement et la performance énergétique. Notre objectif, c'est de décortiquer tout ça pour en extraire le concret. On va chercher ensemble les signaux qui ne trompent pas, comprendre les règles du jeu, et puis voir dans quel cas changer ses fenêtres, c'est plus vraiment un choix. Ça devient presque une obligation. Exactement. Et on va commencer par le gros morceau, celui qui, aujourd'hui, change un peu toutes les règles. La performance énergétique. Là-dessus, le guide il est formel. Si on a encore du simple vitrage, ou même des vieux double vitrages d'avant les années 2000. On est un peu hors jeu, pour le dire poliment. C'est ça. On est complètement dépassé. C'est vraiment le point de départ de toute la discussion. C'est exactement ça. Et pour que ce soit pas juste une vague impression, il y a un outil très concret qui a été mis en place, c'est l'étiquette énergie pour les fenêtres. Ah, comme pour les frigos? Exactement, c'est le même principe. Ça va de la classe A, le top, à G, le moins bon. Et c'est là que ça devient crucial. Le guide qu'on analyse, il précise qu'en Suisse, des fenêtres qui sont classées E, F ou G, elles sont pas juste un peu moins bonnes. D'accord. Elles sont considérées comme présentant un défaut de performance. Le terme est important. Ce n'est plus une question d'opinion ou de confort. C'est un constat de défaillance technique. Attendez, ça c'est une sacrée nuance. Ça veut dire qu'une fenêtre qui, en apparence, est en parfait état, Mhm. elle s'ouvre, elle est propre, tout va bien, elle peut être considérée comme défectueuse juste à cause de sa performance thermique. C'est une idée radicale, mais c'est la nouvelle norme. C'est ça qui a changé. On ne juge plus une fenêtre uniquement sur son état visible, mais sur sa capacité à isoler. D'accord. Et ça va même plus loin. Certains cantons, le guide cite l'exemple de Genève, ont mis la barre très très haut. Ils peuvent imposer ce qu'on appelle une valeur UW maximale. La valeur UW, c'est le coefficient de transmission thermique de toute la fenêtre, cadre inclus. Pour faire simple, c'est comme au golf. Plus le chiffre est bas, meilleur c'est. D'accord. Et à Genève, ce score doit être de 1,0 watt-mètre carré Kelvin ou moins. 1,0. Mais pour donner un ordre d'idée, un vieux double vitrage des années 90, ça se situe où, à peu près? Ah, on est plus proche de 3,0, voire plus. Ah oui, quand même. Donc c'est 3 fois moins performant. C'est un gouffre. Si vos fenêtres actuelles sont à 2,8 ou 3,0, elles ne sont plus du tout dans les clous pour une rénovation. Et ça a des conséquences, j'imagine. Oui, une conséquence technique très intéressante. Pour atteindre ce fameux 1,0, il faut un excellent double vitrage. Mais si le cadre de la fenêtre d'origine est trop fin, trop vieux, On ne peut pas le mettre dedans. exactement, c'est techniquement impossible d'y insérer un double vitrage assez épais et performant. Et dans ce cas, on n'a plus le choix. Il faut tout changer, cadre et vitrage. Et souvent, il faut même passer au triple vitrage pour être sûr d'atteindre la cible. La question du choix ne se pose même plus, quoi. C'est une contrainte technique dictée par la norme. D'accord, la valeur UW, les étiquettes énergie, c'est très clair, mais ça reste un peu abstrait. Si je n'ai pas les fiches techniques de mes fenêtres, comment je peux savoir? Quels sont les indices visibles, concrets, ceux que je peux repérer moi-même? Très bonne question. Au-delà des chiffres, il y a l'examen clinique, si on veut. Le signe le plus évident, le plus basique, c'est la perte d'étanchéité. Le fameux courant d'air dont on parlait au début. Oui, si on passe sa main le long du cadre et qu'on sent le froid, le diagnostic est simple. La fenêtre ne fait plus son travail de barrière. Pareil pour les infiltrations d'eau quand il pleut fort. C'est le symptôme numéro 1. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais est-ce qu'il y a des signes un peu plus subtils, des trucs de connaisseurs? Absolument. Il y en a un qui est un indicateur imparable, c'est la condensation entre les vitres. Ah, Et je précise bien, parce que c'est un point clé du guide. On ne parle pas de la petite buée qui se forme à l'intérieur de la pièce, côté chaud. après la douche, par exemple. Voilà, ou quand on fait cuire des pâtes. Ça, c'est normal, c'est juste lié à l'humidité ambiante. Non, là, on parle de la buée et des gouttelettes, parfois d'un aspect un peu laiteux, qui apparaît à l'intérieur du double vitrage, entre les deux feuilles de verre. D'accord. Et ça veut dire quoi, en fait? Que le joint est mort. Exactement. Ça veut dire que le joint d'étanchéité du vitrage a lâché, le gaz isolant qui était piégé entre les vitres, souvent de l'argon, qui est bien plus isolant que l'air, il s'est échappé. Et il a été remplacé par de l'air normal.
Voilà, par de l'air ambiant, chargé d'humidité, et à ce moment-là, votre double vitrage a perdu quasiment tout son pouvoir isolant. Il est à peine plus efficace qu'un simple vitrage. Le guide utilise une formule très forte pour ça. La fenêtre est techniquement hors d'usage. Ah oui, carrément. Oui, et c'est un défaut rédhibitoire, et en plus, cette humidité permanente peut provoquer des moisissures à l'intérieur même du vitrage, ce qui devient un problème sanitaire. Donc, si on voit ça, le match est plié. C'est un point capital. Donc, buée à l'intérieur du double vitrage, diagnostic sans appel, il faut changer. Quels autres signes d'usure on devrait chercher? Il y en a deux autres, très parlants. Le premier, c'est la difficulté de manipulation. Une fenêtre qui coince, qui frotte, qu'il faut forcer pour l'ouvrir ou la fermer. C'est pas juste un petit désagrément. Non, pas du tout. Ça indique souvent une usure très avancée des ferrures, tout le mécanisme métallique. Ou pire, ça peut être le signe que le châssis lui-même s'est déformé avec le temps, avec l'humidité, les variations de température. La structure est fatiguée. J'imagine bien le cas de la vieille fenêtre en bois qui a gonflé. Oui, c'est un cas d'école. Une fenêtre qui n'a pas été ouverte depuis des années parce qu'on a peur de ne plus pouvoir la fermer. Ce n'est plus vraiment une fenêtre, c'est un mur transparent. On perd une fonction essentielle du produit. C'est sûr. Et enfin, le dernier symptôme, c'est la dégradation visible du cadre lui-même. Un bois qui pourrit, qui s'effrite, un PVC qui jaunit, qui se fissure, ou qui est carrément cassé à un endroit. Et là, faut pas oublier un point crucial. Ce n'est pas qu'une question d'isolation thermique. Un cadre abîmé, c'est aussi une faille de sécurité. Ça peut faciliter les effractions. Bien sûr. Dans tous ces cas, condensation, manipulation difficile, cadre abîmé, un simple bricolage ne suffira pas. Il faut tout changer. Très clair. Donc on a les normes d'un côté, l'usure visible de l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une troisième situation. Celle où ma fenêtre est peut-être juste un peu vieillotte, mais pas non plus catastrophique. Et pourtant je me retrouve obligé de la changer. C'est possible ça? Oui, et c'est un cas de figure de plus en plus fréquent. C'est ce qui arrive quand votre bâtiment fait l'objet d'une rénovation énergétique d'ensemble. D'accord, un projet plus global. Voilà. Le guide mentionne des cadres réglementaires suisses comme le MOPEC ou la norme SIA 381. La logique est simple, hein. Si on investit beaucoup d'argent pour isoler la façade et la toiture, Mhm. On ne peut pas se permettre de laisser en place de vieilles fenêtres qui sont de véritables ponts thermiques, des trous dans l'isolation. ce serait contre-productif. Totalement. Le remplacement des fenêtres devient alors une étape obligatoire du projet pour que l'ensemble soit cohérent et performant. Là, je pense à tous les gens qui vivent en appartement, ça doit être un cauchemar à gérer en copropriété. En PPE, comme on dit en Suisse. Ah, le nerf de la guerre. Oui. Si mon voisin du dessus refuse de changer ses fenêtres, est-ce que ça ne ruine pas les efforts de tout le monde? Qui décide? Qui paie? C'est la question à 1 million. Le guide est très clair sur la démarche à suivre. Le principe de base, c'est que les fenêtres sont considérées comme privatives. Donc elles appartiennent aux propriétaires de l'appartement. En théorie, oui. Mais, et c'est un mais majuscule, cette règle peut être modifiée par le règlement de la PPE. C'est ce document qui fait foi. Donc le premier réflexe, c'est d'aller lire le règlement. Toujours, c'est impératif. Souvent, pour préserver une harmonie esthétique sur la façade, le règlement va imposer des modèles, des couleurs, des matériaux. Il peut même prévoir que le remplacement soit géré et financé collectivement, justement pour garantir que tout le monde le fasse en même temps et de la même manière. Pour ne pas se retrouver avec une façade patchwork. Exactement. Un vrai casse-tête potentiel. Et j'imagine qu'il y a un autre cas où on n'a pas les mains libres. C'est les bâtiments historiques ou classés. On ne peut pas coller des fenêtres en PVC blanc sur une belle façade du XVIIIe siècle. Ah non, certainement pas. C'est le grand paradoxe pour ces propriétaires. D'un côté, on les pousse à améliorer la performance énergétique, et de l'autre, On leur interdit les solutions modernes. en quelque sorte, oui. Pour tous les bâtiments protégés ou même situés dans un périmètre architectural sensible, le guide est formel. Il est quasi certain qu'il faut une autorisation de la commune avant de toucher à quoi que ce soit. La préservation du patrimoine prime sur tout le reste. Et comment on résout ce paradoxe, en pratique? C'est un vrai défi. Il faut se tourner vers des artisans spécialisés, des menuisiers capables de fabriquer des fenêtres sur mesure qui imitent à la perfection le style d'origine. Les petits bois, les moulures? Tout à fait, mais en y intégrant des technologies modernes de manière très discrète, des doubles vitrages très fins, des traitements spéciaux. C'est évidemment plus complexe et plus coûteux, mais c'est la seule voie possible. Il faut concilier le respect de l'histoire et les exigences de confort et d'écologie d'aujourd'hui. Parfait. Alors, si on récapitule,
La décision de changer une fenêtre, ce n'est jamais noir ou blanc. C'est vraiment une combinaison de 3 grands facteurs. C'est ça. D'abord, les données techniques et les normes, avec cette fameuse valeur UW qui devient la référence. Ensuite, l'inspection visuelle. Les signes d'usure qui ne mentent pas, comme la condensation entre les vitres. Mhm. Et enfin, le contexte, les obligations qui viennent d'une rénovation globale, du règlement de sa copropriété ou de la protection du patrimoine. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment un objet aussi banal qu'une fenêtre est en fait au carrefour de la physique du bâtiment, du droit de la construction, des politiques énergétiques Du confort personnel. et de la gestion collective. C'est un objet du quotidien d'une complexité qu'on ne soupçonne pas. Absolument. Et pour finir, toute cette discussion me laisse avec une dernière pensée, une question un peu en suspens. Le guide nous dit très bien quand remplacer, mais ça soulève une autre question qui est de plus en plus d'actualité. Je vois où vous voulez en venir. Quand le remplacement est dicté uniquement par une norme énergétique, sur une fenêtre qui n'est pas physiquement cassée, quel est le véritable bilan écologique de l'opération? Comment est-ce qu'on pèse l'énergie grise, toute l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer, transporter et installer cette nouvelle fenêtre ultra performante par rapport aux économies de chauffage qu'elle va générer sur 30 ou 40 ans? C'est une excellente question. On résout un problème, mais est-ce qu'on n'en crée pas un autre en amont? C'est toute la réflexion sur le cycle de vie complet du produit qui, je trouve, reste ouverte.